vous en prie, vous pouvez y aller. J'ai compris. Alors, bonjour à tout le monde, aux nombreux publics présents, à toute cette assemblée. Donc, du coup, comme on n'est pas beaucoup, on va pouvoir plus, enfin moi, ça ne me gêne pas que vous interagissiez et que vous posiez des questions. On a fait un survol rapide. Donc, en fait… Ouais. Ouais. Donc, le son, par contre, nous, on a une mauvaise réception de son, donc essayez de parler pas tous en même temps. Alors, juste pour rappel, je vais pouvoir passer au premier, on va passer à la première slide. Hop, voilà. Donc, en fait, la partie numérique, on ne l'avait pas en tant que telle. Alors, on l'avait déjà l'année dernière, mais on l'a rapidement exploité. Et cette année, on a vu que ça ne bougeait pas trop, donc c'était assez intéressant. Donc, la partie numérique, on avait une question numérique qui avait été rajoutée en plus par Sébastien à l'époque. Tu passes à soi. Donc, et du coup, on a relu toute la présentation avec cette partie numérique. Ça a permis d'avoir une lecture plus diagonale au fur et à mesure des questions du digital, avec une question spécifique à la fin sur laquelle on va revenir. Voilà. Et alors, bon, ben, bien sûr, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes. Le numérique, le digital, comme on dit, même si ce n'est pas en français on doit dire numérique. Donc, le digital a pris vraiment ces dernières années, enfin depuis une quinzaine d'années, une grande place dans la communication en général et chez les agricommunicants en particulier, même si c'est arrivé un peu chez les agricommunicants, c'est parti plus tard, mais aussi vite. Et je pense qu'aujourd'hui, on a rattrapé. Et donc, il m'a semblé intéressant de convier à cette présentation, ce CIRP atelier de la grande étude qu'on fait de l'Observatoire, de convier Sophie parce qu'elle a à la fois elle a de l'expérience dans l'arrivée du digital et en même temps, je trouve qu'elle, parce qu'on avait échangé par ailleurs, elle correspond assez à ce qu'on trouve dans le profil moyen. Alors, il ne faut pas oublier, on est sur des populations très hétérogènes, on y reviendra. Je vais laisser Sophie se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Bon, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Bonjour Jérôme qui vient d'arriver. Donc moi, effectivement, je travaille dans le digital depuis quelques années. Juste pour faire un petit backup sur mon parcours, donc j'ai travaillé dans la mode pendant une dizaine d'années en Belgique. Et ensuite, je suis arrivée en France et en agence de communication pendant environ 18 ans. Donc agence de communication globale sur des budgets aussi bien agricoles que grand public. Et à partir de 2009, je suis arrivée chez Orama pour le pacte de confiance. Et depuis 2013, je m'occupe plus particulièrement de la communication digitale de la GPM, donc l'Association générale des producteurs de maïs, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et la petite mention, effectivement, je suis adhérente au CIRPA depuis 2016, donc ça fait quand même quelques années. Mais c'est la première fois que j'interviens. Donc, on passe à la salle suivante. Voilà. On se faut suivre, hein, parce que voilà, donc là, ah ouais, bah, lui qui va pouvoir. On attend que ça passe, donc vous voyez la salle suivante. Pas encore, je ne peux pas. Ah. Non, on la voit, oui. Ça va bien. Moi, je la vois en tout cas. Ah. Ouais. Vous la voyez? Oui. Alors, nous, à l'écran. Ah oui, ben nous, on ne la voit pas là, on s'en fout. Bon, c'est bon. Donc, c'est pas grave. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, alors, on avait fait déjà un CIRP atelier là-dessus avec Fabien Vallot de Sinovivo, justement sur les populations. Et ce qu'on avait identifié en travaillant, c'est qu'en gros, aujourd'hui, dans les communicants, les agricommunicants, on a un peu 3 générations. Stéphane doit connaître les premiers, ça je le sais. C'est tous les ingénieurs qui étaient ingé agro, qui dans les structures, si on enlève les firmes, mais toute la distribution, un peu partout, évoluait plus ou moins sur la communication. Et on avait toute cette partie ingé agro, plutôt des mecs qui s'occupaient de la communication. À l'époque, c'était du papier, ou quand on faisait une plaquette, elle était prête pour les 5 ans, voire les 10 ans qui viennent, et où la communication, peut-être, n'était pas encore aussi importante dans le monde agricole, où le monde agricole se cachait plutôt que communiquer. Il communiquait commercialement, mais moins grand public, il y avait moins de volonté de communication. Après, on a eu une période, un peu difficile à dater, mais ça, c'était il y a 25 ans, depuis, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dans le monde agricole maintenant. Donc, depuis, on a vu arriver des gens plus généralistes qui étaient issus du monde agricole, dont les parents qui étaient familialement dans le monde agricole, et qui faisaient des études plus généralistes, y compris communication, et qui sont arrivés à des postes petit à petit. Toujours, je parle hors firme, les firmes ont toujours eu des communicants,
Enfin, mais il y avait quand même, je demande à Stéphane, il y avait quand même des gens qui étaient ingé agré agro et qui étaient à la com dans les différentes boîtes où tu es passé. La plupart d'entre eux, oui. La plupart d'entre eux. Donc, même dans les firmes, c'était quand même les agri agro parce qu'il fallait que ça soit, pour qu'on comprenne bien, il fallait que ça soit technique. Moi, je me rappelle de quelqu'un, je trouvais le pub pas mal, mais un peu fouillis. Il a dit non, mais j'ai fait grossir parce que c'était pas, la pub n'était pas, c'était pas à l'échelle. Il fallait que ce soit à l'échelle. Enfin, il fallait qu'on soit techniquement irréprochable. Donc ensuite, il y a eu les généralistes qui sont revenus un peu plus remplacer les AG agro. On a encore pour au moins un tiers. Et depuis quelques années, on voit vraiment des communicants arriver, qui ont des formations de communication, qui sont plutôt des femmes, qui ne sont pas obligatoirement de l'agri. Et on va voir que dans les demandes de formation, on l'avait vu déjà lors du premier atelier, c'est que du coup, il y a des demandes de formation de techniques agricoles parce que finalement, c'est là que le bas blesse. Donc, à la fois, on a cette évolution des populations, des gens qui sont dans la com, des agricommunicants. À la fois, on a eu dans l'agriculture des motivations pour communiquer de plus en plus vers de plus en plus de public. Et à la fois, on a le digital qui est arrivé où c'est plus une plaquette qu'on fait rédiger qui tient 3 mois, ou 2 ans ou 6 ans, où on doit tout le temps réadapter, suivre, etc. Donc, beaucoup plus sur le fil de rasoir. Donc là, vous voyez l'échantillon, j'ai repris un peu l'échantillon, mais on voit donc on a 35% d'hommes chez les agricommunicants dans l'échantillon qu'on a. On a 42% de Île-de-France, on était beaucoup plus avant, beaucoup plus Île-de-France, donc on a des communicants maintenant qui sont en région. Les formations initiales, donc on voit un tiers agricole, à peu près un tiers agricole, un tiers communicant et un tiers autre. L'âge moyen, c'est 45,6 ans, mais alors ça, le monde agricole, il y a des gens qui ont 27 ans d'ancienneté. Je crois que l'ancienneté moyenne en France, c'est genre 3-4 ans. Donc, on est complètement au-delà de ce qui se fait en France globalement. Et dans les structures, on a toujours toutes les structures qui représentent le CERPA, les OPA, les entreprises, les COP de négoce et le divers autre. On va avoir quelques assurances, on va avoir des banques qui vont répondre. Dans les postes, on voit qu'on a quand même 10% de dirigeants. C'est plutôt des petits négoces où le mec fait aussi la com. On a beaucoup d'N-1 qu'on avait moins avant. On a des N-2 et des N-3 par rapport aux dirigeants. Donc, que dire? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui était moins le cas avant, le responsable communication, le directeur communication est au moins au CODIR pour une bonne partie. Voilà. Et encore, ça, c'est l'échantillon. Quand on regarde, donc c'est les N-2 quand ils parlent de leur responsable, le responsable est au CODIR. Voilà, parce qu'on n'a pas que des responsables communication qui s'expriment. Donc, l'enquête a été faite sur 206 répondants et il n'y avait que 47% de gens du CERPA, les autres étaient hors CERPA. Alors, ça, j'ai présenté l'échantillon. Donc, le découpage des activités réalisées par le répondant versus celles du service. Ah oui, alors là. Donc, voilà. Donc, après, on peut dire. Oh, je ne vois pas enlever ça parce que j'ai là. Donc, les types de communication alors, ce qu'on s'aperçoit, et c'est une idée qu'avait Pierre Pidot déjà il y a des années, mais c'est toujours vrai, c'est qu'en fait, et on en avait parlé lors du premier atelier, c'est que le communicant est quand même le couteau suisse de la communication. Les services font tous les types de communication ou presque. Il n'y a pas de service par type de communication. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cibles, quand même, c'est très client-adhérent, que ce soit en vente ou que ce soit les adhérents dans B2B et agriculteurs. Donc, on est quand même encore sur la partie client-adhérent. On est un petit peu, on voit l'arrivée de la communication interne. Le public au sens large qui remonte depuis des années petit à petit, ça veut dire qu'on part vers le grand public, mais les OPA y étaient moins, aujourd'hui elles y vont plus, même si Sophie va nous dire l'inverse. La presse professionnelle, tout ça, donc qui reste des interlocuteurs. Et là où on est bas, c'est les étudiants, les collectivités territoriales, les leaders et relais d'opinion, les influenceurs. Bon, ça ne fait pas partie des cibles habituelles. Donc, ce qui est nouveau, ce qu'on a vu monter avec les années, c'est le public au sens large. Et là, alors là, c'est un schéma un peu compliqué, il n'est pas très compliqué, mais quand même. Donc, on demandait quelles sont les actions menées par le service. Donc, on voit que ce qui est fait le plus souvent, c'est les réseaux sociaux, les relations presse, la rédaction, ça. Donc, vous voyez, ça, c'est toutes les actions en noir. Cette première partie, c'est vraiment ce que fait le service. Et après, on demandait, mais de quoi vous vous occupez, vous, particulièrement? Et qu'est-ce qui est fait par le service? Qu'est-ce qui est externalisé? Et de quoi on s'occupe personnellement?
Donc, en orange, c'est nos répondants qui prennent en charge, c'est réparti sur 100 par rapport aux 89%. Donc, principalement, ils prennent en charge les réseaux sociaux. En second, ils prennent aussi, ils s'occupent aussi, un petit 29% s'occupent aussi, et c'est que le service, disons les non-répondants, les autres du service qui s'occupent il n'y a pas beaucoup du service. Donc, c'est souvent les répondants qui sont quand même de bon niveau. On a quand même beaucoup de responsables communication ou directeurs communication dans nos répondants. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le directeur de communication s'occupe des réseaux sociaux. Et c'est externalisé à 17%. Par contre, on voit que les vidéos, si on fait de la vidéo, on gère de la vidéo au sein du service, mais ce n'est pas le répondant où il suit un petit 44% seulement le suit, mais dans 49% des cas, c'est fait en externe. C'est externalisé. C'est externalisé. Pareil pour la création graphique, on voit que 38% des cas, c'est fait en externe. Ça reste encore des compétences en fait techniques et on a besoin de prestataires. Parfois, effectivement, dans certains services de communication, les gens montent en compétences en interne, en vidéo et en PAO, mais bon, c'est quand même pas souvent le cas. Donc, c'est logique. Et alors, si on regarde bien par rapport à il y a quelques années, et Laurence, là, je me rappelle des premières études qu'on avait fait ensemble, et tu avais témoigné là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le directeur ou le responsable communication rédigeait plus, il faisait la stratégie, il s'occupait des relations presse, etc. Mais il y avait des gens qui rédigeaient. Petit à petit, avec l'arrivée du numérique, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il a fallu des techniciens pour accompagner ça. Mais du coup, des gens qui peut-être savaient moins bien rédiger. Et le rédactionnel est revenu au responsable com. Je me rappelle, on en avait parlé à l'époque. Donc, il y avait vraiment ce mouvement de directeur com, responsable com qui ne rédigeait pas, ou peu, qui relisait à la limite, un directeur com qui s'est mis à rédiger parce qu'on a pu chercher des compétences techniques, on a pu chercher des accompagnements techniques, communication et aussi des fois, ça c'est plutôt le cas de Sophie, de contenu où des techniciens de la GPM vont intervenir. Et donc, le responsable com s'est remis à rédiger. C'est un peu les mouvements qu'on a vus et on le voit, la communication digitale, ça. Et notamment avec le digital où il faut rédiger souvent. Et vulgariser surtout. Et vulgariser. Donc voilà, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que sur 13 actions répertoriées, on note que certaines sont vraiment des actions réalisées en externe, la création de contenu vidéo, l'exécution et création graphique, l'événementiel. Ce qui est des actions réalisées en interne par des spécialistes, c'est la gestion de crise et le lobbying influence. Et par les équipes plus techniques, ce qui est fait par des équipes plus techniques, c'est la gestion des achats d'espace, référencement des sites et blogs, gestion des outils de type CRM, base de données, on sent que c'est des métiers plus techniques, et la communication digitale qui est quand même un peu encore fait par des techniques. Alors là, c'est la question que je pose à Sophie, qui a rédigé. En fait, on a déjà un peu parlé. Donc, on parle souvent de l'agri-communicant comme un couteau suisse. Ça, c'était l'idée de Capino et qui est toujours vrai. Je ne sais plus, il y a 9,2 actions par. Moi, je ne fais pas 9,2 actions dans ma boîte. Quand on regarde la multitude des communications, des cibles et des actions que les équipes, souvent réduites à 1 ou 3, on a 68% des équipes qui sont de 1 à 3 personnes et je crois qu'on est à 52% juste 2. Doivent mener, l'image ne semble pas… est-ce que c'est une bonne image de couteau suisse? En tout cas, en ce qui me concerne, oui. Petite équipe, on est 2, vraiment à la communication. Après, on a un service PAO, donc il y a 2 personnes en plus. On pourrait dire, allez, on pourrait être jusqu'à 4, ce qui est quand même pas mal. Mais oui, comme on est une petite structure, petit service, on est amené à faire pas mal de choses, effectivement. Donc, ce que j'avais mis là sur le côté, c'est qu'il y a… Alors, un bon nombre d'années quand même. Avant, la communication, en tout cas au niveau, dans le secteur agricole, on était plus en réaction, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément un plan de communication à long terme. On était en réaction, c'est-à-dire qu'on faisait soit des plaquettes, soit des campagnes dans la presse agricole, voilà, des choses un peu récurrentes d'année en année, mais pas… où on peut éventuellement aussi être en réaction par rapport à quelque chose. Alors que là, depuis quand même plusieurs années, on établit un plan de communication, une stratégie à 3 ou 5 ans. À la GPM, en tout cas, c'est échéance 5 ans. Donc une vraie stratégie qui est présentée au conseil d'administration, qui est votée avec des actions qui sont prévues sur un pas de temps assez long.
Donc, même si après, on peut avoir évidemment des réactions sur certaines choses qui peuvent arriver, si c'est une interaction pour un produit ou quelque chose et qu'il faut monter au créneau, évidemment, on monte. Mais il y a aussi quand même une toile de fond qui fait qu'on a un vrai plan de communication. Évidemment, on s'est digitalisé fortement depuis 2013 et encore plus depuis 2016, en tout cas chez nous. Donc, avec une vraie stratégie digitale en plus des autres outils de communication qu'on pourrait être amené à utiliser. C'est toi qui s'occupe de la stratégie. C'est les directeurs dirigeants. C'est les dirigeants, c'est le CODIR. C'est le CODIR. Ouais, c'est le CODIR. Moi, je ne suis pas dans le CODIR, donc à mon niveau, je ne m'occupe pas de la stratégie, je l'applique, mais elle est décidée par la direction et puis surtout présentée et validée par notre conseil d'administration, par notre bureau. Il y a même chez nous un groupe de com, un groupe de travail com au sein des administrateurs. Et par rapport au rédactionnel, le mouvement… Ça, tu l'as dit, effectivement, le rédactionnel, il est intégré. C'est effectivement le responsable com, le DIRCOM, qui rédige. Il s'appuie effectivement sur les connaissances techniques des différentes personnes qui sont chargées de dossiers spécifiques, que ce soit chez nous sur l'environnement, le phyto, l'irrigation, les nouveaux débouchés, etc. Et donc, on est amené à vulgariser, entre guillemets, en tout cas, selon les supports qu'on va utiliser, on va écrire plus ou moins détaillé et on va jusqu'au tweet, donc aux 280 signes, où effectivement on condense les messages fortement, bullet point, emoji, etc. Donc, c'est aussi un niveau de rédaction qui a plusieurs strates, quoi. Il y a sur quelque chose qui va être une newsletter, ça va être plus écrit, plus rédigé. Et après, sur le réseau social, on va être très factuel. Et la communication grand public. Alors, la communication grand public à la GPM, en tout cas, elle est plus importante, on va dire, depuis 2013-2014. Même si avec l'Interpro, avec l'Intercéréales, donc qui s'appelait Passion Céréales avant, il y avait vraiment toutes les actions de communication grand public qui étaient faites autour des céréales en général, mais il y a des choses parfois où on a besoin de parler du maïs en particulier. On a quand même des problématiques qui sont spécifiques au maïs. Et donc, depuis 2014, on a lancé une campagne de communication grand public qui s'appelle C'est fini mes pâtes et qui continue à se décliner et évoluer dans le temps depuis lors. Voilà. Donc, oui. Communication grand public, oui, évidemment. Et assez récemment, en fait. 2014, ça va faire 10 ans, mais aussi l'essor des réseaux sociaux a aussi facilité la communication auprès du grand public. Que ce soit, alors Twitter, nous, on ne l'utilise pas trop pour le grand public, on l'utilise plutôt pour les professionnels, mais les autres réseaux comme Facebook, Instagram, on va plutôt s'adresser évidemment au grand public. Voilà. Il y a des questions? Non, ça va. Il y a des noms. Non, il n'y a pas de questions. Donc, là, on passe sur l'évolution parce qu'on l'avait déjà présenté, mais on peut le représenter. Il y a un machin là? Oui, il y a quelqu'un qui a un excellent groupe de travail de la part de Sébastien. Bon, merci. Donc, je reprends l'évolution du moral, du moral entre guillemets. Hein. Parce que c'est pas. Donc, des entretiens ont été faits, se sont déroulés pendant l'été 2022 sur le résultat qu'on présente. Hein. Et donc, ce qu'on voit par rapport aux vagues d'avant, parce que c'est tous les 2 ans, et moi je le vérifie parce que je fais aussi une enquête sur. 2020, tu l'avais fait pendant le confinement? On l'avait fait pendant le confinement. Ok. Donc, c'était pas encore. C'est-à-dire que l'agriculture était les premiers de cordée, on n'était pas encore à féliciter les premiers de cordée, on n'était pas encore à parler de l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire. Ce n'était pas encore dans les médias. Surtout la prise de connaissance, de dire tiens, l'alimentation, finalement, c'est important. Voilà. Et on voit bien, et je fais une étude TC tous les ans et on le voit mieux, où on voit vraiment la remontée du moral, parce que moi, je l'analyse un peu comme ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est que tous les axes de com étaient là, il faut nourrir la planète, mais il faut remplacer le pétrole, etc. Il faut le colza, nanana. Mais ça ne fonctionnait pas. Et avec le Covid, finalement, sortant du Covid, tous les axes de com et l'innovation technique, tous les axes de com de l'agriculture étaient prêts et finalement, là, ça portait vraiment ses fruits. Et il y a eu un moment, et chez les TC, on le voit bien, même si ça s'est calmé chez les TC, ce que j'ai fait tous les ans, on voit bien que c'est le même pic. On avait une baisse du moral depuis 2000, j'ai fait depuis 5 ans. Et à partir de 2021, c'est remonté. Les TC sont plus contents, plus fiers de faire leur travail, etc.
Et là, on le voit presque sur tous les registres, à part la reconnaissance, où ça ne monte pas beaucoup, ça bouge un peu, mais moins, parce que la reconnaissance en interne est toujours une problématique de la com, en page dans toutes les filières de la com. Et bon. C'est peut-être dans tous les secteurs, en même temps, c'est peut-être pas spécifique à la com, la reconnaissance en interne. Je ne sais pas. Donc après, il y avait eu des questions sur le métier, quand même, il y a 50%, 53% qui trouvaient ce métier très attractif. On a 51% seulement des répondants qui ont choisi vraiment ce métier. Communicant dans l'agriculture, c'est que la moitié, c'est quand même, ça veut dire que ça s'est fait par hasard souvent, ou c'est des ingénieurs agro qu'on a poussés. Voilà, donc ça, il y aura les résultats dans la présentation finale. Et si vous regardez sur les docs, le CIRP atelier de la dernière fois, on revient là-dessus un peu plus. Donc voilà, c'est pour montrer l'état d'esprit. Donc ça veut dire qu'on est dans un état d'esprit où quand même, en 2022, on reprend du poil de la bête, on est plutôt content. Il y a des questions sur est-ce que vous voulez quitter le boulot? Non, voilà, on se sent plus à l'aise dans son métier. Pour arriver sur les formations souhaitées, d'accord? Globalement, ils sont plutôt contents, mais ils ont envie d'être formés. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est d'abord des évolutions de la com dans la structure. Donc, avant Covid, l'évolution depuis le Covid, pardon, depuis le Covid, ce qui a beaucoup bougé, c'est les poids des différents canaux de communication. Ben, on le voit ici, hein, avant, on faisait des réunions à 11 personnes en face à face, et là, on est plus que pas beaucoup. Donc, le poids des différents canaux de communication. Et on pense que ça va continuer à évoluer, mais moins que ce que ça a évolué depuis le Covid. Les poids des différents types de communication. Donc, alors, peut-être pas la GPM, mais il y a des organismes qui ont dû changer de stratégie, sans doute, de communication. Après, c'est les objectifs, les objectifs, les axes de communication. Bon, et après, ça et les budgets un petit peu qui ont peut-être baissé et qui vont peut-être encore bouger dans les années qui viennent. Je ne sais pas, on n'a pas de demande dans quel sens. Donc ça, c'est ce qui bouge. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les canaux de communication, ça veut dire que le digital prend du poids. Et on va le voir après, ça a une répercussion sur les besoins de formation. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est dire les canaux de communication ont changé, le digital a changé. Et donc, bon, ça, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Voilà. Il y a eu sans doute une pause dans les changements stratégiques parce que pendant la période Covid et juste après, on s'est surtout remis en place. Et je pense, alors moi je le vois beaucoup sur les autres études, c'est que le digital ou par exemple les TC n'utilisaient pas WhatsApp avant le Covid, après le Covid, ils utilisent tous WhatsApp. Ils utilisaient, le peu qu'ils utilisaient, 12%, c'était avec les réseaux sociaux, c'est 12% avant le Covid. Après le Covid, c'est 44% que WhatsApp surtout. Et c'est pas qu'avec les collègues. Avant, c'était juste avec les collègues. Donc, le numérique s'est installé dans tout le monde agricole. Et je pense que, du coup, chez les communicants, ça fait partie des trucs qu'il faut intégrer. Alors, la question est, pour la GPM, la période Covid a-t-elle poussé à changer les canaux de communication ou à les exploiter différemment? Effectivement, bon, je pense qu'on n'est pas très différent quand même des autres organisations. Hein. C'est un peu forcé par le confinement, on a dû effectivement s'adapter et utiliser d'autres techniques comme Zoom, enfin voilà, comme tout, pour pouvoir faire des réunions en distanciel, continuer à travailler. Bon, nous, on a aussi un avantage ou un inconvénient, je ne sais pas, mais on est sur 2 sites physiquement, on est à Paris et à Montardon, donc déjà nos réunions où on fait le point sur tous les dossiers le lundi matin, c'était déjà sur Zoom avant le confinement. Donc on avait déjà installé ça. Avant Zoom, juste un peu avant Zoom, c'était avec la pieuvre, juste par téléphone, avec un numéro de réunion, mais on est très vite passé à Zoom puisqu'on est déjà situé sur 2 sites au niveau géographique. Donc voilà, ça a déjà été amorcé, c'est pour ça que je dis, évidemment, on a continué. Je vois pas mal de collègues qui avaient des déplacements, qui partaient pour une journée ou parfois une journée et demie en province pour animer un quart d'heure ou une demi-heure. Mais forcément, avec le digital et la visio, on peut utiliser la visio et ça reste. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même des moments où on revient en présentiel et qu'on est content de faire du présentiel, mais je dirais, il y a quand même beaucoup de cas où la visioconférence est maintenue. Donc, bon, par exemple, effectivement, nous, on avait fait notre congrès en 100% digital en 2020.
Et puis, bon, depuis 2021, on est revenu en présentiel, pas de souci là-dessus. Voilà, les congrès, enfin les moments comme ça, c'est la même chose pour la GPB. Ce sont des moments qui sont attendus où les gens se déplacent, il n'y a pas de problème, on a du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, tu parles de l'interne, mais par rapport à l'externe, est-ce que ça a changé? Notre congrès, c'est l'externe. C'est tout. C'est aussi bien des agriculteurs, les organisations professionnelles, on peut avoir les semenciers, enfin, les fédés, les chambres, et puis ça dépend des villes aussi où on est, mais oui, on draine un public évidemment agricole, mais super large. Super large. Donc voilà, le reste, voilà, les bullet points, c'est ce que j'ai dit déjà. Voilà, majorité en visio quand même, beaucoup, même moi pour des réunions, typiquement, je fais des points avec l'agence. Mon agence n'est pas sur Paris, mon agence de com, avec qui je travaille donc sur cette épine pâtes, et on se fait tous les 15 jours un point d'1 heure en visio. Mais la stratégie a changé du coup avec, disons, l'utilisation plus du digital. La stratégie, non. Je pense que simplement, on optimise notre temps et qu'on est normalement plus efficace. Mais non, en termes de stratégie, ça n'a pas vraiment changé, en tout cas pas pour nous. Non, donc, alors voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, donc après, c'est, alors déjà, les formations continues suivies depuis 2 ans, 51% des répondants n'ont pas suivi de formation, donc ça veut dire qu'on est loin du compte personnel de formation, ce qui pourrait être fait tous les ans. C'est beaucoup. Je crois que j'avais regardé, je crois qu'au niveau national, c'est 66% des cadres ont reçu une formation par an. Donc, on est loin de ce qui se fait au niveau national, parce que tous les communicants sont plus ou moins cadres, de toute façon. Formation diplômante, ce n'est pas beaucoup, donc plutôt des formations non diplômantes. Et alors, il n'y a que 2% de formation agricole dans le salaire reçu, donc on voit que c'est un peu demandé. Et après, c'est des formations en communication et d'autres formations. Alors, moi, je suis étonné, quand on regarde les formations qui sont reçues et celles qui sont demandées dans le schéma de droite, on voit bien, c'est classé par écart. Le digital, c'est celle. Alors, ce n'est pas des petits chiffres parce qu'il y a beaucoup de répondants, mais comme il y a beaucoup de types de formations, ça étale. Mais quand même, c'est assez représentatif parce qu'on l'avait déjà l'année dernière et je vois partout. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a du digital, il y a des formations digitales qui sont dispensées et on en demande encore plus. Et les réseaux sociaux, pareil, on en a et on en redemande. Donc, alors là, c'est là que j'ai la question, c'est pourquoi les formations numériques sont-elles encore autant demandées? Moi, j'estime si on est formé, on est formé. Parce que les techniques évoluent complètement. Qui dit réseau social dit déjà, oui, évolution aussi bien technologique que des outils qu'on peut utiliser. Il y a aussi les algorithmes qui changent, donc il faut se former, il faut savoir quels sont les nouveaux normes de Google ou de l'algorithme LinkedIn en disant à quelle heure il faut que je poste, quel est le meilleur moment, qui est-ce que je veux toucher. C'est vrai que quand on dit réseau social, on met un peu un chapeau global, mais finalement, chaque réseau social a son utilité, sa cible, son mode de fonctionnement. Et puis, ça évolue tout le temps. Donc, on est un petit peu obligé de se tenir au courant de ce qui se fait. Alors, par différents… Tu vas poser la deuxième question. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de se former que les formations continuent? Donc, il peut y avoir des formations, évidemment. Après, il y a des tas d'organismes qui font des webinaires. En même temps, ils veulent vendre une prestation, mais comme Cision ou d'autres. Il y a le salon du e-marketing à Paris. On a la chance quand même d'avoir ce salon qui a lieu tous les ans, où là, on peut prendre un peu la température sur les changements, les évolutions de différents du digital en général. Et puis, on peut aussi évidemment chercher tout seul, de façon auto-formation, je n'aime pas trop ce terme, mais de façon autodidacte, d'aller chercher l'information sur le net et puis de regarder un petit peu ce qui se fait. Il peut y avoir des tutos aussi, par exemple, si on cherche à faire des sous-titres sur une vidéo, comment on fait? Est-ce qu'on utilise l'outil qui est à disposition sur YouTube ou bien est-ce qu'on utilise un autre outil, gratuit ou pas gratuit, etc. Voilà, en fait, l'éventail est vachement large. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formation continue au sens comme personnel de formation, mais est-ce que il peut y avoir, je pense, plus au niveau stratégique, pour comment élaborer une stratégie digitale, donc plus haut, en fait. Là, tu vas trouver
tu vas trouver ce libellé de formation dans un organisme de formation. Après, pour tout ce qui est les petites techniques, soit c'est quelqu'un qui t'en parle, soit tu regardes, soit c'est ton prestataire qui dit tiens, à propos, là, par exemple, d'analytics, on change, on passe en ce qu'on appelle GA4, Google Analytics 4, donc ça va changer ça et ça et ça, donc il faut s'adapter. Ouais. Est-ce que dans des structures comme la tienne, la hiérarchie accepte que tu passes du temps là-dessus ou bien sûr, ça fait partie oui, du fait de continuer à travailler de façon optimum. C'est que si tu regardes pas ce qui se passe et ce qui change, et que tu continues à, je sais pas, à poster, on va dire n'importe quoi. Par exemple, c'est tout bête, mais ça n'a. Bon, je sais pas si c'est vraiment un super exemple, mais avant sur Twitter, c'était 140 signes, espace compris, même photo compris. Et puis ça passe à 280. Mais si tu n'es pas au courant que ça passe à 280, tu n'optimises pas ton message, tu restes sur le truc. Et puis en plus, les images maintenant ne comptent plus dans les signes. Donc voilà, il faut quand même, pour pouvoir travailler efficacement, il faut quand même se tenir au courant de ce qui change. Ouais, donc tout est. Donc c'est l'auto-formation, mais qui est un temps pris sur le temps de travail. Enfin, c'est dans le temps de travail. Oui, c'est dans le temps de travail, effectivement. Ouais. Donc, tac, les canaux de communication en fonction des objectifs. Alors voilà, alors ça c'est la question qu'on n'a que depuis 2 vagues. Donc, on demande. Alors, j'ai mis à côté les définitions qu'il y avait dans le questionnaire. Donc, quand j'ai regardé un peu les modèles, donc on découpe la communication externe en 5 paquets. La notoriété et l'image, je travaille sur la notoriété et l'image, le business, vendre en gros. Donc, il y a les définitions à côté. Donc, la notoriété et l'image, c'est être connu, identifié, personnel, personnalité et valeur d'identité. Le business, c'est vendre ses services et produits. L'influence, c'est faire changer les opinions, les comportements. Le leadership, c'est devenir incontournable dans le secteur, c'est devenir le leader. Et la pérennité, c'est informer sur ses performances. Alors, bien sûr, toutes les structures n'ont pas à faire ça. Par exemple, Sophie, tu ne vends rien. Non, je ne vends rien. Par contre, les firmes vendent. Ouais. Donc, chaque fois, on a demandé aux répondants, c'est la question d'en dessous, finalement, quels sont les meilleurs leviers pour travailler sur ce type de communication. Et ce qu'on voit, c'est que c'est assez structuré. C'est déjà structuré pareil l'année dernière. C'est que sur la notoriété et l'image, ce qui est intéressant, c'est que c'est les réseaux sociaux qui prennent vraiment le leadership pour le coup. Ouais. Les salons événementiels qui restent très présents, ça c'est le monde agricole ou encore, et les relations presse et les relations publiques. Quand on est dans le business, on voit que tout est au-dessus de 10 quand même. Donc on fait tout, on fait les réseaux sociaux, bien sûr, mais on est quand même sur le monde professionnel, on n'est pas dans le grand public. Et donc, c'est quand même la relation client téléphonique et face à face qui est vraiment encore le bon moyen de vendre. Sur la communication d'influence, donc on est à 71 répondants, donc ça va encore. On voit aussi pareil, donc la communication d'influence, là, le réseau social joue beaucoup, prend vraiment le poids, encore plus qu'ailleurs. Et les salons événementiels restent présents, et un peu comme sur la notoriété de l'image. Sur le leadership aussi, on voit qu'on est à peu près hiérarchisé pareil. Donc, la notoriété de l'image, l'influence et le leadership sont hiérarchisés pareil. Et la pérennité, là, on repart un petit peu sur la relation client face à face qui reprend un peu de poids. Voilà, c'est un peu plus diffus. Il y a Stéphane qui a levé une main. Stéphane, tu as levé la main. Oui, vous m'entendez là? Oui. Ouais. Je souscris parfaitement à tout ce qui a été dit auparavant, bien évidemment. Juste un point quand même qui m'étonne un petit peu dans le graphe que vous êtes en train de commenter, que en fait les réseaux sociaux et les sites e-commerce ne représentent pas beaucoup plus comme canaux que les autres canaux pour cette partie business. Je pense que est-ce que c'est une spécificité du monde agricole? Parce que quand on est dans d'autres secteurs d'activité, le site d'e-commerce est devenu prépondérant ou tout au moins significatif pour la partie business, et y compris les réseaux sociaux. Ce n'est pas que de la notoriété ou de l'influence. Ouais, mais là, on est quand même dans des enfin, pour moi, on est dans des produits. Ce qu'on vend, c'est les firmes phyto. Alors, il y a Agriconomie, mais bon, après, il n'y a pas quand même beaucoup de sites. Je ne sais pas ce que ça devient, en tout cas. Je voulais avoir votre avis et l'avis peut-être de Sophie. C'est vrai que je suis d'accord. Et la tendance, en fait, et une tendance éventuellement, est-ce que ces sites d'e-commerce et réseaux sociaux seront des canaux privilégiés demain pour le business ou pas, quoi?
Il faudrait regarder. Alors, Sophie, je ne suis pas sûr qu'elle Ouais. puisse répondre parce qu'elle n'en fait pas du business. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça. alors, là, c'est les firmes. Enfin, pour moi, c'est surtout les firmes qui ont dû répondre là. Peut-être les banques et les assurances. Toi, Ouais. Luc, tu en penses? Mais c'est vrai que c'est peu quand même, 11%. Ouais, c'est peu, mais on est sur des produits hyper Hyper contrôlés. pointu, ouais. Enfin, c'est du B2B, on n'est pas en Oui, B2C. on n'est pas Que en tu vends des B2C. sneakers sur Internet ou les téléphones, tout ça, c'est une chose. Quand tu es sur je me rappelle, l'échantillon, je ne sais plus, des firmes, on en a. Ouais. Sauf que on parle de communication, on parle pas, je ne parle pas Ouais, la communication. Ouais. je parle pas du flux financier. Je parle Ouais, pas ouais. Non, c'est je la parle de communication. communication. Plus. Ouais, mais alors, si tu prends les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins connectés qu'on vient de le dire. Enfin, je veux dire, si tu regardes, bien sûr, si tu regardes les utilisateurs, oui, ils sont tous connectés, mais en réalité, enfin, on le sait très bien, les OAD ne sont pas utilisés autant que ça. On a quand même, ils regardent la météo, bien sûr, ils ont plein de choses. Les jeunes agriculteurs. Les cours aussi, les cours. Les cours et marchés, ouais, mais Ouais. de plus en plus, les cours et marchés, ça passe c'est mon étude TC qui me demande ça, ça passe par le portail de la COP. Ils vont plus, ils se déplacent moins sur les autres. Ah, ok. Après, on n'a pas le monde de la presse, je ne sais pas. Non, mais tu as raison, mais C'est vrai que c'est léger. je ne sais pas quelle est alors, s'il faut, c'est sûr, mais si on regarde par exemple la com chez. C'est dommage qu'il n'y ait pas Christian Dugage. Eux, ils ont beaucoup communiqué je sais pas, moi je vois pas, tu vois, moi je sais pas, je vois pas de com par exemple pour les phytos sur les réseaux sociaux. Non, c'est ce que on j'allais peut pas. dire, c'est qu'en fait, On peut pas. il y a une On n'a pas le réglementation. droit. On n'a pas le droit de communiquer sur les réseaux sociaux, sur les Voilà. phytos. Ouais. Mais oui, c'est ça. Ouais. Il y a des bandeaux sur les sites e-commerce, enfin, pas e-commerce, pardon, sur des sites De type médias, Internet, ouais, Internet, tout ça, médias, voilà. Mais oui, tu auras des bandeaux, mais tu n'auras pas, oui, il n'y a pas de pub. Moi, alors, si je puis me permettre, donc Guillemette, moi je viens d'un négoce, du coup on fait du business. Et en fait, moi je viens pas du milieu agricole et donc je viens plutôt de l'industrie et de la construction où le site avait une place très importante pour le business. Alors, c'était pas des sites de e-commerce, hein, c'était des sites institutionnels, mais générateurs de leads en fait. Les clients potentiels remplissaient un formulaire de contact et les commerciaux les recontactaient. Et j'ai été surprise de voir qu'en effet, dans l'agricole, la relation client, c'est vraiment la priorité pour gérer du business, en fait, générer du business, quoi. Tous les autres outils permettent de travailler sur la notoriété, sur l'image, mais pour générer du business, c'est le commercial qui se déplace chez l'agriculteur, quoi, ou qui l'appelle. Ouais, on est encore beaucoup là-dessus. Ouais. Ouais. Et on va voir la séparation des conseils de la vente petit à petit, mais ça reste encore vrai aujourd'hui. Il se déplace encore. C'est peut-être aussi parce que l'agriculteur, il est plutôt isolé sur son exploitation. Et qu'il n'est pas digital. Je suis d'accord qu'il n'est pas digital. Autant digital qu'on veut bien le dire. Et ensuite, séparation du conseil et de la vente, c'est que pour les phytos. Hein. Pour les semences, pour les engrais, il n'y a pas de séparation. Et même nous, donc, qui ne faisons que de la vente et pas du conseil en phyto, ça ne nous empêche pas de nous déplacer sur l'exploitation. Parce qu'on peut quand même parler phyto sans faire de conseil, en fait. Après, il faudrait regarder la colonne des 86 répondants qui y sont pour mieux comprendre les réponses. Oui. Il y a l'Excel, là, je ne peux pas l'ouvrir, mais je peux regarder. On pourra en reparler, Stéphane, à l'occasion. Je regarderai. Est-ce qu'il y a. Non, mais c'est intéressant. Pour aller dans le même sens aussi, c'est que moi qui travaille en agence, et on travaille aussi en B2B, en secteur industriel, et effectivement, comment dire, les coms numériques servent avant tout à faire du lead, en fait, et servent au business avant tout, en fait, beaucoup plus que dans la partie agricole. La partie agricole, la com numérique a d'autres objectifs. Ouais. Vraiment notoriété, image. On est à 16. Alors, justement, donc, les outils de développement de contenu majeurs pour la stratégie digitale. Donc là, c'est par rapport à 2020. Donc, vous avez les résultats de 2022. Et ça, c'est les résultats à l'époque 2020. Donc, on voit que les réseaux sociaux, donc pour le développement de contenu, restent pareil premier. Les vidéos en ligne, ça reste à peu près pareil. Alors, ça a légèrement monté, mais bon, là, on est sur 3%, c'est rien.
Là où ça baisse, c'est les sites web ou les blogs qui diminuent, qui prennent moins d'importance. La newsletter qui monte, pas mal en plus. Les webinars qui montent aussi un peu. Et les applications mobiles commencent à monter. Ça, c'est les réponses des communicants. Hein. Les podcasts, ça ne bouge pas. C'est 6%, ça ne bouge pas. Alors, après, sur ces pourcents, c'est pas lié. Les livres blancs, ça baisse. Ouais. Enfin, maintenant, on le voit plutôt sur les applis, tout comme ça. Et puis, les emails, SMS, ça ne bouge pas. Donc, j'ai plein de questions à poser à mon interlocutrice favorite. Ah, donc, bon, je sais plus, donc, les réseaux sociaux restent aujourd'hui les premiers outils de la communication externe. On remarque que les autres outils semblent se repositionner. On note la baisse des sites et des blogs face à la montée notamment des newsletters. Si sur les newsletters, moi je suis toujours sur mon étude TC, qui est la seule qui est un peu publique dont je peux parler. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a quelques années, ils recevaient des newsletters. À peu près, ils savaient identifier 2-3 trucs et ils savaient à peine le nom et ils savaient à peine savoir où elle était. Aujourd'hui, dans la dernière étude qu'on a fait, ils savent citer les newsletters, ils savent qui les envoie et ça devient vraiment un outil qu'ils maîtrisent et qui maîtrisait beaucoup moins, un outil d'information qui maîtrise beaucoup moins. Beaucoup mieux qu'avant, où avant c'était des newsletters. Aujourd'hui, ils savent les citer, ils savent dire leur nom, etc. Alors qu'avant, c'était un gros… Et ils savent à quoi elles sont destinées chacune. Donc ça, c'est intéressant. Alors, la première question à Sophie, c'est en dehors des types de communication, en fonction de quoi décide-t-on les canaux de communication? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est par rapport à ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. Ça semble évident, mais c'est vraiment important. On ne va pas communiquer de la même façon selon qu'on soit sur Twitter, sur LinkedIn, ou voilà, ou qu'on s'adresse effectivement au grand public, aux agriculteurs. Voilà, on va utiliser un canal différent. Bon, après, les vidéos, effectivement, c'est un peu plus large. On s'adresse à peu près à tout public. Donc, voilà, si on met une vidéo sur YouTube, c'est un réseau social aussi en tant que tel. Mais en tout cas, moi, je l'utilise plus comme une plateforme d'hébergement pour pouvoir mettre mes vidéos et ensuite les intégrer sur le site Internet que vraiment comme réseau social. Ça, c'est ma propre pratique. Je voulais juste vous dire pour mémoire, parce qu'on ne se rend pas toujours bien compte de la durée de vie de ce qu'on fait. Bon, pas de surprise, mais quand même, Twitter, il y a quelques années, je ne sais plus, on disait que ça durait peut-être 24 heures. Bon, là, la durée de vie d'un tweet, c'est 18 minutes. C'est assez court. Facebook, c'est un petit peu plus long, mais voilà, on est sur 5 heures. Instagram, bizarrement, même si voilà, on est sur un contenu plutôt image, vidéo, image, bon, il y a aussi des formats courts avec les Reels et tout ça. Là, on est quand même sur 24 heures, donc une journée. LinkedIn, vraiment 24 heures. Et donc, YouTube, plus long, puisqu'effectivement, sur ce réseau-là, pour différentes raisons, soit on s'est abonné à une chaîne et donc on regarde, et c'est rare que qu'un vidéaste va mettre en ligne tous les jours une vidéo. Hein, il va avoir une récurrence de toutes les semaines. Déjà, ça semble un peu rapide, mais mensuel ou bimensuel. Donc c'est un peu normal aussi que la durée de vie d'une vidéo sur YouTube soit plus longue. Ça veut dire que, par exemple, si je fais un post LinkedIn, je vois une vidéo, je la fais vivre parce que je relance. Aussi. Et oui, évidemment, il y a le cross-média, ça, j'en ai pas parlé, mais ça semble évident. On lance une campagne de communication, on lance une nouvelle vidéo sur une thématique. Je ne sais pas, moi, je fais, pour un exemple, un motion design sur l'irrigation. On se rend compte que la thématique de l'irrigation, en ce qui concerne le maïs, c'est quand même récurrent, mais on est sur une année spécialement chaude. Je prends l'année dernière, parce que cette année, on ne sait pas encore. À peu près parti sur la même chose, mais bon. Donc, on fait un motion design sur l'irrigation, grand public, avec une thématique d'illustration. Donc, on décide évidemment de la mettre sur le site, de la mettre sur YouTube pour la mettre sur le site Internet, mais ensuite, on va évidemment la partager sur Twitter et avec un message court qui renvoie sur le site, et on va aussi faire un post LinkedIn plus long où on va plus développer la thématique de l'irrigation et pourquoi c'est intéressant d'irriguer et pourquoi les idées reçues, c'est pas 100% du maïs par exemple qui est irrigué, etc. Donc on utilise le même support qu'on va dispatcher selon les différents réseaux qui existent, quoi. Enfin, en tout cas qu'on a et sur lesquels on est régulièrement. Et vous relancez. Et tu peux relancer 5 jours après. Alors, je ne fais pas vraiment de relance, en fait. Moi, je diffuse. Ouais.
le jour de la diffusion, je diffuse. Après, s'il se passe, je peux réutiliser du contenu. Parce que l'idée, c'est aussi, on crée du contenu, donc il faut le faire vivre dans le temps, pas juste une fois. Donc, de rebondir soit sur une actualité, soit, par exemple, la journée mondiale de la biodiversité, il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, je vais utiliser un motion design que j'ai fait sur non, c'est l'environnement, pardon, mais sur le biocontrôle, et hop, voilà. Et donc, tu relances le durée de vie sur YouTube. Je relance et finalement, je fais des liens aussi pour renvoyer vers mon site, parce que l'idée, c'est aussi qu'on voit mon site. Après, deuxième question, quelle politique peut-on mettre en place sur les réseaux sociaux? Quels sont les outils pour les gérer. De gestion. Quels sont les outils des réseaux sociaux qui te semblent intéressants? Alors, il y a effectivement différents types d'outils. Il existe des plateformes qui permettent de gérer un ensemble de réseaux avec différentes manipulations. Moi, j'utilisais Hootsuite ou bien TweetDeck pour Twitter. Là aussi, j'en ai beaucoup moins besoin, je l'utilise beaucoup moins parce que pour déjà Twitter, maintenant, je peux ouvrir autant de comptes que je veux. Avant, on pouvait ouvrir qu'un seul compte Twitter. Si je devais basculer, comme moi, j'en avais 2 que je gérais régulièrement, le grand public et le syndical, je devais basculer de l'un à l'autre. Donc, j'avais effectivement TweetDeck où je pouvais ouvrir plusieurs comptes Twitter et programmer tout ça sur cette plateforme qui me permettait de gérer les tweets. Là, maintenant, je peux ouvrir autant de pages et de comptes Twitter ensemble en même temps. Je peux programmer directement les tweets sur la plateforme. Donc, j'ai plus du tout besoin d'outils de gestion et c'est valable pour les autres réseaux sociaux. Chaque réseau a développé son propre outil de gestion. Il est intégré. De vos informations régulières. Ouais. Oui, ou en tout cas de s'adapter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le président est arrivé. Bonjour, président. Bonjour Sébastien dans le maïs. Bonjour à tous. Bah oui. Obligé. Je ne pouvais pas faire autrement. Merci, j'apprécie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Bon. Moi j'ai une question par rapport à la durée de vie. Parce qu'en fait, on est engagé dans un cercle vicieux où il y a une accélération qui amène à communiquer de plus en plus, à encombrer de plus en plus tous ces réseaux. Et je me pose la question de l'efficacité, parce que on y passer ses journées, ou on peut y passer ses journées, où on n'y fait plus rien. Tu as des statistiques, en fait, sur les différents réseaux, tu as Twitter ou LinkedIn, etc. En fait, tu vas avoir la stat intégrée aussi au réseau qui va te donner l'audience de ce que tu as fait. Donc, ça va aussi te permettre de dire, tiens, là, c'est pas le bon moment, ou de t'adapter. Mais il y a aussi possibilité de savoir quel est le meilleur moment, quand les gens sont connectés, quand c'est mieux de publier, et surtout à quel rythme. Parce qu'il ne faut pas, le rythme effréné, ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, LinkedIn. Vraiment, LinkedIn, on est sur un vrai réseau professionnel, on est sur du qualitatif. Les gens qui vont venir sur LinkedIn, ils ont le temps, ils vont se poser. Bon, on a vu la durée de vie quand même, 24 heures. Ils vont lire. On peut déjà mettre beaucoup plus de caractères. Donc, on peut mettre beaucoup plus d'informations, mais il ne faut pas en faire un par jour. C'est trop. Autant sur Twitter, tu peux faire un tweet par jour, pas de problème, voire plus, si c'est sur un salon ou un événement, etc. Parce que tu as un hashtag et le hashtag va te renvoyer à ton événement ou à ce que tu es en train de faire. Et pas de souci, tu peux communiquer autant que tu veux, je dirais. Voilà. Autant, par exemple, LinkedIn, il faut être raisonnable. Un par jour, c'est trop. Bon, après, Jérôme est là, il dira si c'est excessif. Un par semaine. Un par semaine, c'est un peu moins. Vous entendez là ce qu'il dit? Alors, moi, je suis sur un petit peu plus parce que voilà, il y a un changement d'orientation au niveau de la communication chez nous et on a installé aussi des rendez-vous. Alors ça peut être intéressant, c'est d'être sur un planning rédactionnel où chaque mardi ou chaque jeudi, ou je sais pas quoi, tu as un rendez-vous. Et c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Mais là, moi, je vais principalement développer sur LinkedIn et sur Twitter où on fait un mardi économie. Parce qu'en fait, on a une lettre, une newsletter sur les marchés qui sort tous les lundis soirs. Et donc, dès le mardi, on prend les éléments les plus importants qu'on veut mettre en avant et on va les faire sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, pareil, LinkedIn, on va plus le développer, mais on a développé un hashtag qui s'appelle Mardi Économie pour donner à tes followers, à tes abonnés, une habitude de consultation de ton compte. Et en tout cas, ce que je peux constater, autant sur Twitter, je ne gagne pas énormément d'abonnés, mais par contre, sur LinkedIn,
le fait d'avoir fait ça, j'ai vraiment une croissance exponentielle du nombre d'abonnés assez étonnante depuis que je fais ça, parce que je l'ai ouvert il y a à peu près un an, en avril 2022. Et tout d'un coup, voilà, depuis fin de l'année dernière, voilà, j'ai dépassé les 1000 abonnés. C'est vraiment, j'en ai 1, 2, 3 par jour, ce qui est quand même plutôt une belle performance, alors que je n'ai pas du tout ça sur Twitter. Le choix des dates, c'est vachement intéressant parce que moi, je voyais encore dans la presse agricole, jusqu'à il y a encore 3-4 mois, tous les jeudis soirs, je recevais toutes les newsletters, agrodistribution, réflexion pro, tatata. C'est en train de changer. Et je disais, mais putain, ils sont restés sur le côté hebdomadaire. Et le jeudi soir, et puis envoyer celui qui est en retard parce qu'il arrivait à 18h50. Et là, c'est en train de changer. Depuis 3-4 mois, j'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent le mercredi, il y en a qui arrivent le mardi, il y a celles qui sont le matin, le lundi. Mais ils ont mis beaucoup de temps. Tu as aussi des stats sur tes newsletters. Ouais. Donc, tu vois le taux d'ouverture, tu vois, alors le taux de clic, c'est souvent très décourageant, malheureusement, mais le taux d'ouverture, ça te permet d'avoir aussi un indicateur en disant, bon, ben là, genre le lundi matin, c'est pas la peine. Bah, tu vois, comme j'aime pas la GPB, maintenant que je passe ma souris, ça ne clique pas. C'est avant que je passais la souris. Parce que moi, je règle l'ordi pour plus qu'il y ait un clic tous les 3 secondes, chaque fois que je passe devant. Voilà. Voilà, il y a des questions sur cette partie-là, non? Non. On passe à… Alors, on finit là. Hein. Hop, l'historique des réseaux sociaux. Alors, ça, c'est Sophie qui a apporté des infos. Et j'avoue que je ne me rappelais plus de tout ça. Bon. Donc là, je l'ai trouvé, j'ai rien inventé, hein, mais j'ai trouvé effectivement la chronologie de quand a été créé tel et tel On a cité réseau. les sources en bas. Voilà. Donc, j'étais très étonnée, effectivement, de voir que LinkedIn avait 20 ans. Et franchement, pour moi, c'était beaucoup plus récent. Donc, avant le mais mur de Facebook. Alors, moi, j'étais sur Viadeo. Alors, c'est vrai que LinkedIn, avant tout ça, c'était vraiment le réseau uniquement pour trouver du boulot. On postait son CV, Viadeo et LinkedIn, mais c'était uniquement ça. C'était un réseau professionnel, mais pour trouver du boulot. Et quelque part, depuis quelques années, je veux dire, un peu moins de 10 ans quand même, voilà, LinkedIn s'est développé et puis a suivi le mouvement aussi, puisque avec l'émergence de tous les réseaux sociaux et le nombre d'utilisateurs croissant, il s'est adapté. Donc, il y a aussi une messagerie, voilà, il y a plein d'outils qu'il n'y avait pas forcément sur LinkedIn. Bon, Facebook 2004, donc voilà, aussi assez ancien. Ouais. YouTube, pareil. Donc, on est sur vraiment début des années 2000 hein, pour tout ça. Le petit dernier, c'est TikTok. Bon, moi, j'en parle pas trop de TikTok. Après, vous direz si vous l'utilisez. C'est vraiment sur une cible 12-18. Hein, c'est très, très jeune. Donc, ça marche du feu de Dieu, hein, forcément. Ça s'est vraiment développé de façon expérientielle pendant le confinement. Et donc voilà, c'est aussi un outil sur lequel on peut communiquer. C'est quoi ça? Je ne m'en rappelle plus. Ça, c'est Snapchat. Moi, entre mes 2 enfants, ils ont 7 ans d'écart. Il y en a le plus jeune, il traite de ringard l'autre parce qu'il n'est pas sur Snapchat. Ouais, ceci dit, ceux qui approchent la vingtaine quittent Snapchat pour être sur Insta et TikTok. Ouais. Alors là aussi, on a vraiment un vrai clivage de tranche d'âge par rapport au réseau. Ça, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais vous retrouver. Mais voilà, très, très jeune, donc moins 12-18 sur TikTok. Insta, on va être sur les 15-25, grosso modo. Et c'est Facebook, en fait, où avant, on avait des jeunes. Et ça, c'est un réseau qui est vieillissant. Donc, qui s'adresse à une cible plus âgée, qui reste sur Facebook. Mais les jeunes, si tu veux toucher les 25, tu n'utilises pas Facebook. Et après, je lui ai demandé de nous faire un peu l'historique de ce qui avait été fait dans le groupe Isorock. Oui. Alors, j'ai cherché aussi, moi, je voulais savoir, ça m'intéressait, mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, pas vraiment. Depuis quand il y avait un service com dans les OPA qui sont autour de nous? Peut-être que Jérôme le sait, j'ai demandé depuis quand il y avait un service com à la GPB, parce que nous… Les années 90. Ben voilà, moi j'ai eu la réponse, parce que bon, j'ai fait vraiment des recherches de personnes qui sont plus chez nous, parce que j'arrivais pas à avoir la réponse, et c'est milieu des années 80 pour nous, où il y a un service com. Donc, pour rappel, la GPM a été créée en 1934, donc quand même un certain nombre d'années d'existence. Donc, un vrai service com dédié, c'est au début, première 5 années des années 80. Donc, ça date quand même un peu.
Il faut dire ce qui est. Après, voilà, il semblerait 90 pour la GPB. J'ai malheureusement pas pu avoir l'information, mais n'hésitez pas, en tout cas pour les OPA, ça m'intéressait. Évidemment, Passion Céréales, c'était 2006, parce que c'était la création de Passion Céréales, ce n'était pas avant. C'est les Ça, c'était le service com. En fait, depuis quand il y a un service com intégré mais ce qu'on voit bien, c'est que quand tu regardes, en fait, c'est les époques où on a dû communiquer en plus, et ça avance, et ça avance, ça avance. Ouais, mais donc c'est, voilà, on va dire fin 80, début 90 pour la plupart, enfin, pour ceux que j'ai pu interroger. Et donc là, ce que je vous ai mis, c'est à partir de quand, donc pour nous, quand nous avons créé, nous sommes inscrits sur tel et tel réseau social. Donc, on a commencé par le grand public, nous, en 2013, avec Maïs Culture Durable à l'époque, qui maintenant s'appelle C'était plus mes pattes. Et quand même 2 ans après, pour créer le compte Twitter syndical. Et puis voilà, pour mémoire, je vous ai mis en particulier sur Twitter parce qu'on a quand même beaucoup d'OPA qui sont présentes sur Twitter. Donc la date de création pour la FNSEA et je vous laisse découvrir ça. Et donc pour nous, Facebook, donc pareil, on s'adresse au grand public. Justine, si elle est encore là, je sais qu'elle, avec la FNPCMS, donc la Fédération nationale des producteurs de semences, de maïs et de sorgho, ils ont des pages Facebook qui s'adressent aux agriculteurs. Tu pourras nous dire, si tu veux, depuis quand elles existent. Mais voilà, nous, c'est quand même… voilà. C'est pas depuis longtemps, 2016. Et donc voilà, Facebook, on était principalement présent pour un prix qui s'appelle le prix Imagine Maïs. Et on vient de fusionner cette page-là avec la page communication grand public. Donc voilà, on a une page Facebook maintenant. Et LinkedIn, donc je vous ai mis 11 avril 2022, donc un peu plus d'1 an. Est-ce que Justine est… Voilà. Si tu veux ajouter… Voilà. Oui, effectivement. Donc, de notre côté, on a 2 campagnes sur le réseau social Facebook. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Ma vache, mon maïs, fourrage et moi, et Mon sol, mon maïs, grain et moi, qui sont destinés donc vraiment aux maïsiculteurs et aux éleveurs. Et donc, ces pages, ça a été un tournant aussi de notre côté, puisque à la base, on faisait de la diffusion principalement dans la presse spécialisée. Et à ce moment-là, donc, on a décidé de lancer une communication digitale en se focalisant sur Facebook. Et donc, elles ont été lancées à 1 an d'intervalle. C'est la fourrage qui a été lancée en premier. Oui, fourrage d'abord, oui. Ouais. Et c'était, je crois que c'était aussi 2017 et 2018 pour la partie grain. 2017, donc, je vous invite à aller les voir. C'est des pages en plus qui sont très sympas avec des interviews de professionnels. Donc, et puis, bien sûr, ça met en lumière le maïs. Et Sébastien, chez les firmes, ça a démarré plus vite, plus tard. C'est quoi? Non, en fait, si, je sais bien. On a ouvert un compte Facebook l'année dernière. Donc, autant dire que chez Syngenta France, donc autant dire qu'on n'avait pas forcément pris ce virage-là. Alors, c'était lié à des enjeux réglementaires. On avait considéré, et on considère toujours, enfin, c'est pas qu'on considère, c'est qu'on est contraint à des contraintes réglementaires importantes sur la communication autour des produits phytosanitaires. Et donc, ça avait vraiment été perçu, les réseaux sociaux, comme un lieu d'espace de communication grand public. C'est le cas. Et un lieu plutôt leader d'opinion, donc plutôt pour de la communication corporate. Sauf que dans les tendances qu'on observe plus largement en termes de communication, il y a un peu cette fusion entre le corporate et le produit, entre les outils du marketing utilisés à des fins corporate. Enfin, donc, on parlait de formation tout à l'heure et de digital. Il faut qu'on se saisisse de tous ces sujets-là parce que les frontières sont poreuses. Et comme il faut qu'on aille chercher nos cibles là où elles sont, donc sur les réseaux sociaux et enfermées dans leur univers, il faut qu'on les connaisse mieux. Donc, on est arrivé sur Facebook l'année dernière et on a fait le choix parce que c'était un peu la question de est-ce qu'on va partout, comment est-ce qu'on ne se disperse pas. On est un grand groupe et on a aussi des moyens limités en termes d'organisation. Donc, on est présent sur Twitter, plutôt avec des sujets corporate. On est présent sur Facebook avec une cible qui sont les agriculteurs ou le monde agricole. Donc, on ne va pas avoir exactement les mêmes messages ou la même fréquence de publication sur ces 2 réseaux.
YouTube, on le considère vraiment comme une plateforme de contenu, plus que comme un réseau social. Et on a fait le choix aujourd'hui, pour l'instant, de ne pas aller sur Insta ni sur TikTok, parce que, non pas que on pourrait trouver des cibles ou des interlocuteurs sur Insta et TikTok, mais aujourd'hui, on n'a pas la maturité ou les ressources pour y aller. C'est vrai que ça demande énormément de ressources, donc il faut aussi faire des choix par rapport à ce que l'on... son périmètre, quoi. Mais si je me permets, on a comparé un peu côté entreprise phytosanitaire les différentes présences, et c'est vrai qu'on a des communautés qui sont plutôt réduites. C'est vrai pour Syngenta, c'est vrai pour d'autres, où on est autour de entre 2000 et 3000 followers. En revanche, c'est nos interlocuteurs, c'est nos parties prenantes, c'est les instituts techniques qu'on va retrouver dans nos followers. Donc, finalement, c'est aussi la qualité de la communauté qui va être intéressante. Ouais. Et ça demande, encore une fois, de bien définir ses objectifs et de bien définir ses cibles. Parce que si j'ai Mamilou22 avec ses 3 followers, son compte créé en juin 2023, c'est pas passionnant. Il y a un autre point aussi, je parlais de la frontière entre le produit et le corporate et entre le marketing et la communication. C'est que, alors je déteste ce genre de... Enfin, c'est pas mon ADN pas personnel, mais c'est le nom, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on fait des campagnes d'acquisition de fans pour développer sa communauté. On est sur des outils, sur des plans médias, on est sur des outils plutôt marketing, et c'est vrai que ça permet de toucher notre cible et d'arriver assez vite sur certains réseaux. Donc voilà, faut qu'on se forme aussi pour utiliser des nouveaux, un nouveau vocabulaire. Oui, oui. Ah, puis il y a la sponsorisation, on n'en a pas parlé, mais effectivement, ça permet... Ce que j'aime bien dans cette slide, si je peux me permettre, c'est qu'on voit que la relation client, le face-à-face et les relations publiques, pour moi, les deux sont assez proches, sont encore des enjeux majeurs de la communication. Et si on fait nos métiers de communicants, c'est aussi pour relier. Et le réseau social n'est finalement qu'un prolongement, amont ou aval, de ces rencontres, mais pas une substitution. Exactement. Tu étais là quand on l'a présenté? Tu étais déjà arrivé? Oui, j'étais déjà arrivé. D'accord. Et c'est là où ça m'a sauté aux yeux entre l'événementiel, Ouais. les réseaux, et c'est vrai aussi pour la com interne ou la com externe d'ailleurs. C'est très intéressant cette slide, effectivement, ouais. Non, c'est celle qu'il faut. C'est Justine qui aime pas. Oui, il faut la garder. On va la garder, celle-là. Pourquoi que celle-là? Non, parce qu'on prépare la présentation finale de toute l'étude. Donc, oui. pour rappel, on a fait déjà un truc sur le métier, l'engouement du métier. Là, on fait sur numérique. Et je prévois un 3e atelier à la rentrée fin septembre, début octobre sur vraiment les salaires. Parce qu'il faut que j'aille chercher tous les trucs. Mais à la journée du 29, Laurence est en train de finir la présentation de toute l'étude un peu sur le modèle qu'on avait avant. Un résumé. Un résumé, quoi. Parce qu'elle est longue, elle fait je ne sais plus combien de slides. Oui, non, on peut faire un 4 pages. Et il y aura le rapport de base en ligne, il y aura tout ça en ligne. Si tu veux. Ça, oui, on peut. Ça, on le mettait chaque année. Non, mais que le résumé. Non. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait que le résumé. Avant, il y avait Stéphane qui a levé il y a la main, Stéphane qui a levé. ou alors il n'a pas baissé de tout à l'heure. Non, il y avait avant, il y avait, alors c'est pas en PDF automatiquement, mais il y avait vraiment tous les résultats de l'étude qui étaient disponibles aux adhérents. Le Excel et les personnes l'ont téléchargé à part moi parce que quand je ne la trouvais plus. Donc. Mais il y avait la grande présentation, le rapport d'études un peu succinct, enfin avec beaucoup de schémas et le rapport chiffré. Et à côté de ça, et il n'y avait pas de CERP atelier. Donc aujourd'hui, on peut mettre des CERP ateliers en plus. Enfin, ça, moi, je ne suis pas communicant, donc pour le coup, c'est à vous de décider, au bureau de décider. Okay. Stéphane, tu as une question ou c'est la main que tu n'as pas baissée tout à l'heure? Non, c'est une deuxième main, parce que j'en ai deux. Bravo. Non, en fait, c'est une réaction par rapport à ce que disait Sébastien sur les réseaux sociaux. Enfin, un commentaire que je voudrais faire, c'est que, en fait, la difficulté qu'on a sur un plan technique sur les réseaux sociaux, c'est qu'au-delà des aspects réglementaires dans certains secteurs d'activité comme la protection des plantes, on a aussi la difficulté que les réseaux sociaux sont faits,
j'allais dire naturellement, plutôt pour le grand public et pour des audiences de très très grande taille. Or, nous, dans notre secteur d'activité dans l'agriculture, on est sur une vue au niveau, j'allais dire mondial, et vue par Google ou par Facebook ou Insta, etc. On est une micro-niche, en fait. Et en fait, pour intéresser, pour trouver notre audience, pour trouver notre cible, c'est pas si simple que ça. Et ça nous demande en fait d'avoir des contenus hyper bien faits à des moments vraiment bien choisis pour aller toucher notre cible et pour intéresser notre cible. Parce que c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, quoi, en fait. Hein. Et on n'a pas de réseau, il n'y a pas véritablement de réseaux sociaux qui sont orientés sur notre activité et même sur des activités B2B. Donc, c'est une difficulté supplémentaire qu'on a par rapport à des secteurs B2C qui, eux, s'adressent au grand public ou à des tranches d'âge ou à des secteurs d'activité bien identifiés. Et c'est une difficulté supplémentaire, ce qui veut dire qu'on se doit d'être au top du top en termes de compétences et que les communicants doivent être formés ou s'ils ne sont pas formés, faire appel à des professionnels qui connaissent le sujet parce que ça ne s'improvise pas, loin de là. Oui, Stéphane, je ne sais pas si vous partagez mon commentaire. Oui, je peux rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a le fond et la forme. Finalement, le B2C, ils vont peut-être plus être sur la forme, ils ne vont pas forcément être sur le fond. Nous, il faut qu'on soit bon sur les deux. Par contre, moi, je mettrais un tout petit bémol quand même. On touche une cible professionnelle sur LinkedIn. Enfin, moi, je vois une vraie différence entre LinkedIn et Twitter. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que comme ce sont plutôt les réseaux sociaux sont plutôt faits pour monsieur et madame tout le monde et le grand public, on est noyé dans une masse d'informations, ça c'est sûr. Donc effectivement, si on veut émerger, c'est de la sponsor, en tout cas nous on le fait sur Facebook et sur Insta. On a essayé, c'est vrai, on a essayé de créer un compte. On a créé un compte Instagram avec notre campagne C'était Pis mes pattes. Ça n'a pas marché parce que finalement, même si c'est grand public, on est quand même un peu trop institutionnel pour être sur Insta. Donc, on a gardé le compte. On va réorienter cette année notre planning rédactionnel pour voir si on peut quand même faire fonctionner ce réseau. Et moi, à terme, si ça ne marche pas, si Insta, ça ne marche pas, il faut supprimer. Il faut communiquer sur les réseaux où c'est utile et où on est vu. Sinon. Moi, j'ai un autre bémol à dire, c'est que sur Twitter, pour moi, enfin, j'ai regardé les statistiques, non, il n'y a pas de tout, justement. À Montpellier, elles ont 2 ans, mais ça n'a pas dû changer complètement. Il n'y avait que 44 000 personnes en France. Et c'est beaucoup, beaucoup les classes, les journalistes, les classes. Ouais. C'est très peu utilisé en France par rapport au reste du monde. Et il est utilisé beaucoup par les classes dirigeantes, les penseurs, les mecs et c'est très politiques. Et tous les politiques, voilà. C'est beaucoup les élus. Et c'est pas le grand public. Oui, c'est de l'influence. On est vraiment, nous, on l'a considéré comme de l'influence. Et après, par rapport à LinkedIn, moi, je refuse tout ce qui n'est pas agricole sur LinkedIn. Donc, je n'ai pas beaucoup de suiveurs, mais au moins, je vois que des choses qui m'intéressent. Et quand j'écris, a priori, il y a que des gens qui peuvent être intéressés. Et sur Facebook aussi, je garde que la famille, donc je refuse tout le monde. Non, mais après, sur Facebook, ce qui peut être intéressant pour des firmes, c'est de créer des groupes. Alors, Facebook, ça demande aussi beaucoup de temps, c'est très chronophage parce qu'il faut modérer, il y a les réponses, il y a les commentaires. Voilà, d'être présent sur Facebook, donc bonne chance Sébastien pour être sur Facebook, ça demande un vrai temps pour pouvoir gérer ce réseau, mais effectivement ce qui peut fonctionner pour nous, pour les entreprises comme les nôtres, ce sont des groupes sur des thématiques. Les gens se retrouvent, les amateurs de jardin ou les amateurs des plantes vertes ou les amateurs des chats ou des chiens, je ne sais pas, n'importe quoi, et donc il y a des groupes. Et là, ça génère des milliers d'abonnés. Et c'est fermé et tu ne peux pas rentrer sans être accepté. En fait, tu dois faire une demande pour rentrer dans le groupe. Et donc là, tout d'un coup, c'est un peu la communauté. C'est plus intéressant. C'est une communauté qui va être ciblée. Donc, qui va. La France devient communautariste. Voilà. C'est le problème. Mais oui, mais nous, on est bien obligés. On ne peut pas parler à tout. Enfin, on ne va parler à tout le monde non plus, quoi. En conclusion, il faut qu'on termine. Bon, voilà. Mais on a fini. C'est fini. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci pour les applaudissements.
Ben, merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas. Merci à Sophie en tout cas de Pour la m'avoir diffuser. J'espère que le CIRPA pour la diffuser à grande échelle aussi. on enlève les blagues. C'est prévu. Non, mais en fait, merci à Sophie quand même, parce qu'à deux voix, c'est toujours plus intéressant d'avoir une Oui. lecture étude et une lecture un peu du vécu. Et la forme est très originale et très dynamique. Bravo. Oui. En tout cas, merci de m'avoir invité. Effectivement, c'est une première pour moi. Donc, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a Hop, plu. là, dans un slide. Voilà. Avec le logo CIRPA et tous les logos, tout le monde. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ben, plus tard, fin juin. Hein, donc on va Au se plus tard, le reparler. 29 juin. J'espère que tout le Voilà, monde est bien on se inscrit. vite. On sera là, on sera là. Super. Bonne soirée à tous. Merci, Bonne merci soirée. Sébastien. Merci Bientôt. Bye. beaucoup. Bye. Au revoir à tous. Bravo.